Donc, tout ce que vous nous avez dit sur le modèle de financement du cinéma qui est absolument nécessaire à la vie de l'exception culturelle relève d'abord de la logique commerciale plutôt que du service rendu ou de l'intérêt public. Je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. C'est-à-dire que quand on finance un film, parce que c'est ça, ces investissements ne sont pas théoriques. C'est de l'argent qui est investi en préachat. Il y a des équipes de cinéma qui lisent des scripts et qui, sur la base d'un script, choisissent d'investir dans ce film et recommandent à notre comité d'investir dans un film. Est-ce qu'un film, quand on investit dans un film, est-ce que ça vise la rentabilité immédiate? Je ne crois pas. Voilà. Est-ce que pour autant on est dans une logique de service public? Je ne crois pas non plus. Très bien. Ce ne sera pas nécessaire. Pouvez-vous m'indiquer? Monsieur le rapporteur aussi, je pense qu'effectivement, il faut on va commencer les auditions dans le bon temps, mais aménacé. Vous avez une information vraiment essentielle à apporter. C'est moi qui donne la parole ici. Je vous remercie, Monsieur le Président. Non, je voulais simplement indiquer que tout ce système que nous avons essayé de décrire est un système vertueux. Effectivement, nous sommes un opérateur privé ayant une volonté de rentabilité, et naturellement, nous trouvons un avantage stratégique et opérationnel à cette chronologie des médias que nous avons décrite. Et nous considérons que ces obligations qui nous incombent nous apportent ensuite un intérêt privé dans notre rentabilité. Donc tout ce système est vertueux et favorise effectivement notre rentabilité économique également. Monsieur le rapporteur. Merci, j'avais compris. Pouvez-vous m'indiquer, Monsieur Sada, si la chaîne C8 est en déficit ou en excédent depuis 2015, par un oui ou un non simplement? Déficit. Pardon, je n'ai pas dit oui ou non. Et depuis combien de temps? Je crois quasiment depuis sa création. Même question pour CNews, s'il vous plaît. Déficit, alors évidemment, je vois bien où vous voulez en venir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire. Donc, c'est la progression de la rentabilité. La question, c'est est-ce que le déficit se creuse ou est-ce que le déficit se réduit? Le déficit se réduit. Mais CNews, pour répondre à votre question précisément, est en déficit. Est-ce que ce déficit était prévisible lorsque les chaînes ont demandé l'autorisation de diffuser? Je ne crois pas que quand on candidate et qu'on est un acteur privé, on vise à ne pas être rentable. Donc je crois que non. Je crois qu'on visait une rentabilité et on vise toujours une rentabilité. Et d'ailleurs, les faits nous donnent raison, puisque ces chaînes, chaque jour qui passe, se rapprochent de la rentabilité. Est-ce que l'ARCOM vous a interrogé, vous ou vos représentants, à ce sujet depuis 2015? Régulièrement. Nous avons des échanges très réguliers avec l'ARCOM, et notamment sur la santé de nos chaînes et leur activité. Et pourquoi vos prédictions actuelles seraient plus crédibles que celles de 2015? Les prévisions sont exactement les mêmes. En fait, elles s'approchent, dont nous visons à réduire le déficit. Et encore une fois, les faits nous donnent raison. Ces chaînes connaissent un succès incontestable, je l'ai dit. C8 est aujourd'hui la première chaîne de la TNT. CNews est la deuxième chaîne d'information et le plus souvent, de plus en plus, la première. Et donc, chaque jour qui passe, elle se rapproche de la rentabilité. D'ailleurs, il y a tout un tas de chaînes qui ne sont pas rentables. Et au-delà de ça, il y a tout un tas d'opérateurs qui ne sont pas rentables. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de valeur à ces actifs. L'important, c'est la trajectoire économique. Je l'ai dit tout à l'heure. Les chaînes Canal+, 400 millions de pertes en 2016. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les chaînes gratuites, 60 millions, plus de 60 millions à cette époque. Aujourd'hui, un quart de moins. Donc c'est beaucoup, beaucoup de réduction de pertes. Et on s'approche de la rentabilité. Les faits nous donnent raison. Alors, par quel mécanisme ces chaînes ont-elles pu échapper à la faillite puisqu'elles ont été déficitaires en continu jusqu'à présent? Alors, je pourrais rentrer longuement dans les mécanismes de financement de société. On pourrait demander pourquoi Spotify, qui a été créé il y a 15 ans et qui n'a jamais gagné d'argent, n'est pas en faillite. Mais non, mais je veux dire, les financements, d'abord, encore une fois, le groupe Canal+ est un ensemble. C'est pour ça qu'on nous a demandé tout à l'heure, est-ce qu'on est en mesure, vous savez, on projette aujourd'hui de se lancer en bourse. Donc évidemment, on a été soutenu par notre maison mère, Vivendi, à chaque fois qu'on a eu besoin de ressources, et notamment pour les investissements que j'évoquais tout à l'heure, M7, MultiChoice, la croissance externe, les droits de la Ligue des Champions qui coûtent relativement cher, etc. Donc le sujet, c'est est-ce que le groupe Canal+ est en mesure aujourd'hui, à la capacité de financer des initiatives dont il pense qu'elles sont importantes pour lui, parce que j'ai rappelé l'importance du gratuit dans ce marché. Il y a une convergence entre les acteurs du payant et les acteurs du gratuit. Donc il est essentiel pour Canal+ d'avoir des chaînes gratuites et des activités de régie publicitaire dans son modèle.
Le groupe Canal+, c'est plus de 500 millions de profits. C'était 250 millions en 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 500 millions de profits, presque un demi-milliard. Ça nous permet de financer des initiatives dont on pense qu'elles vont produire des effets positifs pour le futur. Ça s'appelle une entreprise. Quand on se lance dans un pays comme le Vietnam, pendant un certain nombre d'années, aujourd'hui nous avons plus d'1 million d'abonnés au Vietnam, pendant un certain nombre d'années, on est déficitaire. Et puis à un moment donné, si tout se passe bien et qu'on arrive à réaliser nos objectifs, on devient profitable. Et ensuite, on peut réinvestir une partie de ces profits dans les contenus. Et là, comme vous le disiez tout à l'heure, en effet, ou comme le rappelait Gérald Brice-Viré, c'est vertueux parce qu'on est dans une logique de structuration de filière. Alors pour ma part, j'ai compris le fonctionnement du système.